J'ai trouvé les clés dans le réfrigérateur, à côté du pot de confiture. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang bourdonner dans mes oreilles. Je devais aller chercher Zoé à l'école, mais j'avais passé plus d'1 heure à fouiller, terrifiée à l'idée de devoir appeler un voisin. J'avais 69 ans, et j'avais l'impression d'en avoir 100. C'était ça ma vie, ces derniers temps. Des moments de panique froide, suivis d'une honte immense. Je m'appelle Eliane, et toute ma vie, j'ai vécu de mes mains. J'étais couturière, une bonne couturière, la meilleure de ma rue à l'époque. Mes doigts, même s'ils tremblent un peu maintenant, se souvenaient de chaque point, de chaque ourlet. J'avais élevé mon Gérard toute seule, après la mort de son père, Jean. J'avais travaillé 16 heures par jour pour payer cet appartement. Modeste, oui. Mais c'était le mien, ici, près de Lyon. Depuis que j'avais la garde de Zoé, il y a 5 ans, cet appartement était devenu mon refuge, notre forteresse. Je lui faisais des crêpes, je lui lisais des histoires. Je m'assurais qu'elle ait la meilleure vie possible. Mon esprit était peut-être fatigué, mais mon cœur, lui, tenait bon. Je le savais. Zoé avait besoin de moi. Mais quelque chose n'allait plus. Ce n'était pas juste la fatigue. Au début, je me disais, c'est la vie. On n'a plus 20 ans, Eliane. J'oubliais des choses simples. Le nom du facteur. Où était le beurre? Des bêtises, quoi. Puis la confusion a frappé fort, comme un coup de marteau dans le crâne. Je me souviens de cette nuit où je me suis réveillée en sueur, convaincue que j'avais laissé la cuisinière allumée. Je tournais en rond, mon cœur tambourinant, les mains moites. Je vérifiais les 4 plaques. Elles étaient froides. Je retournais me coucher. 5 minutes après, le doute revenait, si puissant, si réel, que je devais me lever et vérifier encore. 10 fois. J'imaginais l'incendie, le feu qui emportait tout, surtout Zoé. Cette panique était mon nouveau bourreau. Le pire, c'était mes médicaments. J'en prenais pour la tension. Le matin, je me demandais, est-ce que j'ai avalé la pilule bleue ou pas? Parfois, j'en reprenais, juste au cas où, ce qui me rendait plus étourdie, plus faible. J'avais honte de ça. Je me sentais devenir folle. J'ai traîné mes vieilles jambes chez les médecins. J'ai passé des examens, des IRM, des prises de sang. J'ai dessiné des horloges. J'ai répété des phrases stupides. Le 3e médecin, un jeune homme pressé qui ne m'appelait même pas par mon prénom, fut le plus cruel. Il a regardé ses papiers et haussé les épaules. « Madame, vous avez 69 ans. C'est le vieillissement. C'est normal d'oublier. Votre cerveau ralentit. Préparez-vous. » Préparez-vous à quoi? À disparaître dans ma propre tête? À oublier le visage de ma Zoé? Je suis sortie de là en pleurant toutes les larmes de mon corps. J'étais brisée, terrifiée de me perdre dehors. J'ai cessé de sortir. Je restais dans mon vieux canapé, le regard vide, les émissions de télé en boucle. Pour me donner du courage, pour chasser la peur, je me permettais une petite chose que j'adorais. C'était ma gâterie santé, je croyais. Un sachet de cacahuètes grillées que j'achetais en vrac au supermarché. C'est bon pour le cœur, non? J'en mangeais tous les jours. Une bonne portion. Je pensais, ça me donne de l'énergie. Peut-être que ça va aider ma mémoire. Mais chaque jour, la confusion s'épaississait. J'avais de plus en plus de mal à me concentrer. Et c'est là que mon fils, Gérard, est arrivé. Avec Sylvie, sa femme, ma belle-fille. Gérard n'avait pas réussi dans la vie comme il l'avait espéré. Il avait besoin d'argent, beaucoup d'argent. Il avait toujours regardé cet appartement, mon seul bien, comme une cible silencieuse. Il valait au moins 450 000 €, une fortune pour eux. Il venait le dimanche, m'apportant des fleurs et des croissants. Mais les mots étaient durs, enveloppés de sucre. « Maman, tu ne peux plus t'occuper de Zoé comme ça, » disait Gérard en soupirant, le masque de l'inquiétude bien accroché. « Tu as oublié la cuisinière hier soir.
Et si ça avait brûlé? On s'inquiète pour toi. Sylvie prenait la parole, sa voix doucereuse, pleine d'une fausse compassion qui me donnait la nausée. On a visité une résidence pour seniors, maman Eliane. Très confortable, avec des infirmières 24 heures sur 24. Tu n'auras plus à te faire de soucis pour rien. On prendrait soin de l'appartement. Le temps de trouver un acheteur. Je me débattais. Je vais bien. J'ai juste quelques petits oublis. Je peux m'occuper de Zoé. Mais mes propres oublis contredisaient mes paroles. Je me sentais me noyer. Alors, j'ai commencé à faire attention. Ça a commencé doucement. Je remarquais qu'à chaque visite de Gérard et Sylvie, mes symptômes s'aggravaient le lendemain. Une migraine lancinante, une confusion pire que d'habitude. Était-ce juste la tension de leur présence? Ou y avait-il autre chose? Je me sentais coupable de penser à ça. Mais ça me remettait les idées en place. Je devais protéger Zoé. Je me souvenais d'une fois, il y a quelques semaines, quand Sylvie avait cuisiné pour moi. Elle avait insisté pour que je mange un grand plat, quelque chose de crémeux. Elle n'avait mangé qu'une petite portion. Après ça, j'avais dormi 12 heures et je m'étais réveillée avec une confusion totale. Une autre fois, j'avais surpris Gérard près de mon placard à tasses, là où je cachais souvent mes clés. Il avait refermé la porte très vite et avait dit qu'il cherchait de l'eau. Mais son visage était tendu. Ils m'observaient. Ils attendaient quelque chose. Un dimanche soir, après une énième discussion épuisante sur la nécessité de m'interner, j'étais trop faible pour me lever. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai fait semblant de dormir pendant que Gérard et Sylvie rangeaient la cuisine, juste après avoir pris un petit café avec moi. Mes yeux étaient fermés, mais mes oreilles, elles, fonctionnaient parfaitement. J'ai entendu Gérard murmurer, d'abord d'un ton impatient. Il était énervé que tout prenne autant de temps. Il disait que le notaire commençait à poser trop de questions. Puis, la voix de Sylvie est arrivée. Froide, calculatrice. Elle pensait que j'étais enfin hors d'état de nuire. J'ai entendu son sifflement dans le couloir, le son résonnant légèrement. « Ne t'inquiète pas, mon chéri !» siffla Sylvie, et j'ai senti mon sang se glacer. « À ce rythme, elle ne tiendra pas l'hiver. Laisse-la manger, c'est collation. Plus elle est faible, moins elle se bat, et l'appartement sera à nous avant Noël. Collation. » Elle parlait de mes cacahuètes. Ils savaient que je m'affaiblissais. Ils attendaient ma mort, et c'était lié à ce que je mangeais tous les jours, ce que je croyais être bon pour ma santé. C'était le moment le plus terrifiant de ma vie, mon propre fils. Il n'était pas un aidant fatigué, il était un étranger qui attendait son héritage, et il semblait que, d'une manière ou d'une autre, il aidait les choses à avancer. Mais comment? Je ne savais pas. Je savais juste qu'à partir de cet instant, je devais faire semblant d'être faible. Je devais comprendre leur jeu avant qu'ils ne m'enterrent moi vivante. Le murmure de Sylvie, ce mot, collation, résonnait dans ma tête comme une cloche brisée. J'avais arrêté de pleurer. La douleur d'être trahie par mon propre sang était si forte qu'elle avait chassé la peur d'être folle. J'ai fait semblant de dormir encore quelques minutes. Quand ils sont partis, j'ai attendu 5 bonnes minutes avant de me lever. Mes jambes étaient lourdes, mais mon cœur était léger. Un peu. Léger d'une clarté terrible. Je n'étais pas malade, j'étais la cible. J'ai regardé le bol de cacahuètes qu'ils avaient laissé sur la table basse. Elles sentaient bon, salées et grillées. Je me suis penchée. J'avais une envie folle d'en croquer une poignée. Mais le mot de Sylvie me revenait. « Laisse-la manger ses collations. » J'ai pris le bol et je l'ai jeté à la poubelle, avec la honte de gaspiller. J'ai gardé le sachet vide, celui que j'avais acheté en vrac au supermarché. Je me suis dit « À quoi bon, Eliane? Tu crois que ton fils est un meurtrier? C'est impossible, c'est la vieillesse qui te joue des tours. » Mais la confusion était toujours pire après leur visite.
Et cette histoire de cacahuètes. J'ai décidé de faire semblant. Je devais jouer la vieille femme folle pour survivre. Je devais comprendre ce qu'il faisait. Et surtout, comment il s'y prenait. Le lendemain, lundi, j'ai mis mes lunettes dans le sucrier. J'ai appelé Zoé, Catherine, le nom de ma cousine décédée. J'ai raté mon ourlet. Mon cœur se serrait à chaque fois que je faisais semblant d'oublier, car j'avais peur de m'y habituer. Gérard m'a appelé le mardi. Il voulait passer pour faire le ménage, mais je savais qu'il venait m'espionner. Il est resté 1 heure. Il a passé le balai, il a regardé dans le placard à tasses, puis il est allé dans la cuisine. Je l'ai suivi. Il a ouvert le réfrigérateur, a regardé les aliments. Il m'a demandé si j'avais bien pris mes médicaments. J'ai dit non, exprès. Il m'a donné ma pilule, avec un verre d'eau, et m'a regardé l'avaler. Je me suis sentie encore plus faible après. Était-ce juste une pilule de tension? Ou y avait-il autre chose? Avant de partir, il a mis un nouveau sachet de cacahuètes sur la table. Il a dit « C'est bon pour la mémoire, maman. Tu m'as dit que tu adorais ça. Mange-les. » J'ai dit oui, avec un sourire tremblant. Dès qu'il est sorti, j'ai mis le sachet sous mon matelas. Je n'allais plus toucher à ces maudites cacahuètes. J'allais faire le test. Les 2 premiers jours sans cacahuètes, les symptômes ont persisté. J'ai cru que j'avais tout imaginé. J'ai même appelé Gérard Jean, mon mari défunt, devant Zoé, ce qui m'a brisé le cœur. J'ai mis les pattes dans le lave-vaisselle, au lieu des assiettes. La honte me brûlait le visage. Gérard est revenu le mercredi. Il m'a trouvée assise, la tête dans les mains. « Maman, ça va? Tu as l'air mal. Le notaire veut nous voir vendredi. On doit signer ce mandat de protection. C'est pour que je puisse prendre soin de toi et de tes finances. L'appartement, il vaut au moins 450 000 €. Il faut le vendre avant que tu ne sois plus capable de rien gérer. C'est pour ton bien. » Il était pressé. 24 heures. Je devais signer le mandat avant vendredi. Je me suis accrochée à cette dernière chance. Je lui ai dit « Je ne vois pas bien les chiffres, mon chéri. Et j'ai la tête qui tourne. Je te promets de le lire ce soir. Laisse-moi y réfléchir. » J'avais gagné un jour, mais j'étais seule. J'avais besoin de comprendre. Je devais trouver une preuve. Le jeudi matin, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis des mois. Je suis sortie, juste après avoir déposé Zoé à l'école. J'avais peur de me perdre, mais l'idée que Gérard m'empoisonnait me donnait la force de marcher. Je ne pouvais pas parler à mes anciennes amies. Elles m'auraient tout de suite internée si j'avais dit ce que je pensais. Je suis allée voir Madame Dubois, la concierge de l'immeuble. Madame Dubois est une dame à la retraite, petite, avec des yeux vifs et un air de ne rien laisser passer. Elle s'occupe du courrier, des poubelles. Mais je savais qu'elle avait été infirmière aux hospices civils de Lyon pendant 30 ans. Elle avait vu beaucoup de choses. J'ai frappé à sa loge. Elle m'a ouvert, surprise. « Madame Eliane, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas bonne mine. » J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai dit « Madame Dubois, j'ai besoin de vous. Je ne sais pas si je deviens folle, mais je crois que mon fils et Sylvie veulent me tuer pour l'appartement. » Je lui ai raconté tout, les oublis, la panique, les visites de Gérard, l'insistance avec les cacahuètes et surtout le murmure de Sylvie sur les collations. Madame Dubois m'a fait asseoir. Elle ne s'est pas moquée. Ses yeux étaient graves. « Oh là là, Eliane, » a-t-elle dit doucement. « J'ai vu tellement de familles faire ça pour l'héritage. L'argent rend fou. Ce n'est pas un secret médical. C'est de la nutrition. J'ai vu trop de cas similaires en gériatrie. Votre état s'aggrave tellement vite. C'est étrange. » Elle s'est levée et a pris un livre de cuisine qui traînait sur son comptoir. « Regardez, Eliane, vous mangez ces cacahuètes grillées tous les jours, n'est-ce pas? Une bonne portion, je vous vois faire. C'est bon marché, on en trouve partout.
Mais après 70 ans, le corps change. Elle m'a montré une page. Elle a pointé son doigt sur le mot « cacahuète ». Chaque petite portion de cacahuète, 28 grammes, ça contient près de 4400 mg d'oméga 6 inflammatoire. Ça fait gonfler les marqueurs inflammatoires du corps. Chez un senior qui a déjà des faiblesses, ça perturbe l'équilibre du cerveau. Ça accélère l'oubli, la confusion. Et ça, c'est sans parler des aflatoxines, la moisissure toxique qu'on trouve souvent dans les lots bon marché. Mon cœur s'est serré. 4400. Un chiffre si simple, mais qui expliquait toute ma terreur. C'est pour ça que la confusion revenait si vite ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. C'est un poison lent pour votre cerveau vieillissant, Eliane. Votre fils ne vous donne pas un médicament. Il vous laisse vous empoisonner lentement avec la nourriture que vous croyez bonne. C'est le méthode de Gérard. Il vous laisse vous rendre malade vous-même. Le temps fait bien les choses, disait-il peut-être, mais il aidait bien le temps. La douleur était physique. Ce n'était pas juste l'argent. C'était la trahison, la plus froide, la plus calculée, mon propre fils. Mais comment puis-je le prouver ? Il va dire que je suis folle. Il faut trouver un papier, Eliane, un indice qu'il savait. Et vous devez vous soigner immédiatement, en secret, pour votre propre survie. Elle m'a donné un plan de bataille simple, un plan de grand-mère. Je suis rentrée chez moi avec la rage au ventre et une mission claire. J'ai tout jeté, le sachet de cacahuètes sous le matelas, le bol à la poubelle. J'ai passé le reste de l'après-midi à fouiller. Je savais que Gérard et Sylvie étaient maladroits. Ils laissaient toujours traîner des choses, persuadés que j'étais trop diminuée pour les voir. Je me suis souvenu que, l'été dernier, Gérard était revenu brièvement à l'université. Il avait tenté une formation en agronomie. Il avait laissé des cartons. J'ai fouillé dans le placard du fond. Sous les vieilles nappes, j'ai trouvé une liasse de documents universitaires de Gérard. Mon cœur battait la chamade. J'ai tourné les pages. J'ai vu des notes sur la culture des céréales, le prix du blé. Puis j'ai trouvé la page qui a tout brisé. Une feuille tapée à la machine, avec un titre « Aflatoxine, cacahuètes et toxicité neurologique chez l'homme ». Et sur cette page, en marge, tracée à l'encre rouge, la main que je reconnaissais comme étant celle de Sylvie. C'était son écriture, penchée, pointue. La phrase disait « La seule chose qui va accélérer l'obtention de ces 450 000 €, c'était la confirmation. Ils n'avaient moi pas caché un pot de poison. Ils avaient juste attendu que je m'empoisonne moi-même, jour après jour. Ils connaissaient le danger. Ils avaient misé sur ma gourmandise et ma faiblesse. Je me suis effondrée sur le tapis. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Juste un silence froid, mon fils. Il avait fait ça. Il avait mis sa main dans le feu. Il avait choisi l'argent. J'ai gardé la feuille à noter et je l'ai pliée soigneusement. La peur est revenue, mais elle n'était plus dirigée contre moi. Elle était dirigée contre eux. Je devais me battre pour Zoé, pour ma maison et pour l'honneur de ma vie. Je ne pouvais pas juste disparaître dans une résidence pour seniors. Le temps était compté. Gérard voulait me faire signer ce mandat vendredi. J'avais 48 heures pour redevenir moi-même et réunir d'autres preuves. J'ai pensé à Madame Dubois. Il fallait aller à l'essentiel. J'ai commencé le protocole immédiatement, sans attendre. J'ai jeté mes pilules de tension. Je ne savais plus si elles étaient trafiquées ou pas, mais je devais me débarrasser de tout ce qui venait d'eux. « Il faut rééquilibrer le tout », m'avait dit Madame Dubois. « Arrêter le poison et donner du carburant au cerveau. Les cacahuètes, c'est l'oméga 6. Il faut les oméga 3 et quelque chose pour vos crampes. » Elle m'avait dit d'aller acheter 3 choses au supermarché, mais dans une autre ville, pour ne pas croiser Gérard ou Sylvie. J'ai pris le bus. J'avais peur, mais je me tenais droite. J'ai acheté 3 sachets. Des noix communes, noix de Grenoble, des amandes
et des pistaches. J'ai commencé le soir même, le jeudi. Le soir, Eliane, m'avait dit Madame Dubois. Il faut donner de l'oméga 3 au cerveau pour le réparer. Vous prenez 28 grammes de noix communes, ça fait le travail. Ça va réduire les marqueurs de déclin cognitif de 68% si vous êtes constante. Ça va vous aider à mieux dormir aussi. J'ai pesé mes 28 grammes de noix dans ma vieille balance de cuisine. Elles étaient tous moins salées. Je les ai mangées lentement. C'était mon remède. Le lendemain, vendredi, j'ai mangé mes amandes. Madame Dubois m'avait dit « Les amandes le matin, c'est pour l'énergie et surtout le magnésium. Votre corps a besoin de 80 mg de magnésium par portion. Ça va réduire vos crampes nocturnes et votre cholestérol. Ça remet les pendules à l'heure, croyez-moi. » J'ai commencé à noter tout ça. J'ai pris un petit carnet, le même où je notais mes commandes de tissu, et je l'ai caché sous le tissu de ma machine à coudre. J'ai noté « Jour 1, aucune cacahuète. 28 grammes de noix. Sommeil plus calme. » J'ai continué à faire semblant d'être faible. C'était la partie la plus difficile. Quand Zoé est rentrée de l'école, je lui ai fait des crêpes, sans erreur. Mais j'ai fait semblant d'oublier où était le sucre. « Zoé, va voir, chérie. » Je ne sais plus si j'ai mis le sucre dans le placard ou dans la boîte à gants. Ma tête tourne tellement. Zoé m'a regardée avec tristesse, mais elle est allée chercher. Elle ne devait pas savoir. Je devais gagner ce combat seule. Mon corps a commencé à changer doucement. Après 3 jours, la panique de la cuisinière a cessé. Je n'avais pas besoin de vérifier 10 fois. Je le savais. Mon esprit était plus vif. Je me souvenais du nom du facteur. J'avais cousu une petite pochette pour Zoé, sans faire d'erreur dans le point de surpiqûre. Mes mains ne tremblaient pas plus autant. J'ai continué à documenter. Jour 5. Confusion, réduite de moitié. Plus de crises de panique à propos du feu. Amande le matin. Plus de crampes la nuit. Pendant ce temps, Gérard et Sylvie m'appelaient sans cesse. Ils étaient impatients. Ils devaient sentir que les choses n'allaient pas assez vite. « Maman, quand est-ce qu'on signe le mandat? Il faut qu'on ait les pleins pouvoirs avant que tu ne sois vraiment mal. Le notaire insiste. » J'ai dit « Je dois relire les papiers, mon chéri. Ce sont des choses sérieuses. Je n'arrive pas à me concentrer. Viens samedi prochain, pas avant. » J'avais gagné une semaine de plus pour me soigner et pour recueillir des preuves. J'ai acheté un petit dictaphone, le plus discret possible. Je l'ai caché dans la poche de mon cardigan. Le samedi suivant, ils sont arrivés, plus pressés que jamais. J'ai allumé le dictaphone. J'ai joué la confusion à fond. J'ai mis mes pantoufles à l'envers. J'ai confondu le lait avec le jus d'orange. Je me suis plainte d'une migraine horrible. Gérard était exaspéré. « Maman, arrête de faire l'enfant. Il faut signer. Regarde, on t'a même apporté un nouveau sachet de tes cacahuètes préférées. Elles vont te donner des forces. » Sylvie a glissé les papiers devant moi. « Juste une petite croix, maman Eliane, pour ta sécurité. Tu vois, avec le notaire, on est obligé d'être légaux. On ne peut plus attendre. L'appartement doit être évalué vite. On parle de 450 000 €. J'ai faim de ne pas entendre le chiffre, mais mes mains tremblaient un peu trop. Sylvie m'a regardée et a dit, sa voix pleine de mépris, « Franchement, Gérard, elle est incapable de tenir le stylo. On a fait tout ce chemin pour ça. Il faut qu'on la fasse interner. On aura la signature forcée de toute façon. » Gérard, plus nerveux, a répondu, « Non, on ne peut pas forcer. On doit la convaincre. Elle est trop attachée à Zoé. C'est sa faiblesse. » J'ai enregistré toute la conversation. Leur impatience, leur plan. J'avais désormais 5 enregistrements incriminants. Je les ai cachés dans le tiroir à couvert, sous la fourchette. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai continué mon régime secret. Noix le soir, amandes le matin. J'ai ajouté les pistaches l'après-midi,
comme Madame Dubois l'avait suggéré. La lutéine et la zéaxanthine protègent votre vision, Eliane. Vous êtes couturière. Il faut prendre soin de vos yeux. Après 10 jours de ce nouveau régime, mon esprit était presque parfaitement clair. Je pouvais coudre à nouveau sans aucune erreur. J'avais même commencé à marcher un peu plus loin. J'ai mesuré ma pression artérielle. Avant, j'étais toujours à 170 sur 100. Je l'ai mesurée après mon petit déjeuner d'amandes, 145 sur 85. Je n'avais plus besoin de la pilule bleue, ce poison lent qu'il me donnait pour me rendre étourdi. On ne connaît pas la force qu'on a, jusqu'à ce que l'on doive se battre. Samedi était le jour J. J'ai appelé Maître Lafont, le notaire. « Maître !» ai-je dit, d'une voix ferme, sans le moindre tremblement. « Je vous appelle concernant le mandat de protection que mon fils Gérard veut me faire signer. J'ai besoin de fixer un rendez-vous ce lundi matin, et j'ai besoin de 2 témoins, un témoin de moralité et un témoin médical. » J'ai raccroché. Je savais ce qu'ils allaient aller faire. Ils allaient tenter de falsifier ma signature s'ils ne l'obtenaient pas, ou bien me faire interner ce week-end. Je devais agir vite, mais calmement. J'ai appelé Madame Dubois. Lundi matin, 8 heures, chez le notaire. Soyez mon témoin. J'y serai, Eliane, a-t-elle dit. J'ai fait une dernière chose. J'ai appelé la police. J'ai dit que j'avais des preuves d'abus de faiblesse et d'escroquerie orchestrées par mon fils. J'ai demandé au commissaire Lemoine de me rencontrer discrètement chez le notaire lundi matin. J'ai expliqué les 450 000 € en jeu. L'argent, ça, ils comprennent vite. Le dimanche soir, Gérard et Sylvie m'ont appelé. Ils avaient senti que j'étais trop alerte, trop capable de réfléchir. Gérard a dit, d'une voix dure, « Maman, je passe demain matin à 7 heures. On va chez le notaire et on signe. J'ai arrangé ça. Tu n'as pas le choix. » « Très bien, Gérard, » ai-je dit, avec une faiblesse simulée. « Je serai prête. Je t'attends. » J'ai raccroché. J'ai pris le petit carnet. J'ai regardé la date. Jour 12. 100% lucide. La bataille commence demain. J'ai enfilé ma plus belle robe de velours noir que j'avais taillée il y a 20 ans. Je l'ai ajustée. Mes doigts ne tremblaient plus. J'ai coiffé mes cheveux, mis un peu de rouge à lèvres. À 8 heures du matin, le lundi, la sonnette a retenti. J'ai pris le petit carnet, le dictaphone avec les 5 enregistrements et les notes universitaires de Gérard sur la toxicité des cacahuètes. J'ai tout mis dans un sac en tissu. Gérard et Sylvie étaient près devant la porte, un dossier à la main, un sourire forcé. Ils s'attendaient à trouver une vieille femme diminuée, en robe de chambre, traînant les pieds, incapable de tenir un stylo. J'ai ouvert la porte. L'air s'est figé. J'étais debout, impeccable. Mon regard était froid et parfaitement lucide. « Bonjour, Gérard. Bonjour, Sylvie. » dis-je, ma voix plus forte et plus claire qu'il ne l'avait entendue depuis des années. « Le notaire ? C'est une excellente idée. J'ai aussi quelques papiers importants que nous devons discuter. » Avant de parler de la vente de mes 450 000 €. Ils ont échangé un regard paniqué. Ils avaient misé sur la confusion totale. Ils venaient de se heurter à la clarté glaciale d'une mère trahie qui venait de se guérir elle-même en secret. Le jeu était terminé. La justice allait commencer. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le lundi matin, 9 heures précises, je suis arrivée à l'étude de notaire Maître Lafont, sur la place Bellecour à Lyon. Gérard et Sylvie m'attendaient dans le salon privé, près d'une grande table en chêne sombre. Gérard, vêtu d'un costume trop serré, affichait un sourire forcé. Sylvie tripotait un dossier avec impatience. Il s'attendait à me voir faible, traînant mes jambes, incapable de soutenir mon propre poids. J'ai poussé la porte et j'ai arrêté de jouer la comédie. J'étais vêtue de mon tailleur de velours noir, ma tenue la plus professionnelle. Mes cheveux étaient coiffés, mon dos droit,
Mon cœur ne battait plus la chamade, mais d'une cadence lente et solide. Je marchais sans trembler. Maître Lafond, le notaire, s'est levé pour me saluer, l'air étonné. Derrière moi, 2 autres personnes sont entrées. Gérard a pâli. La première était Madame Dubois, la concierge, assise comme témoin de moralité. La seconde était le commissaire Lemoine, en civil, mais dont la présence dégageait une autorité implacable. Gérard a bondi de sa chaise, la faisant racler bruyamment le parquet. « Maman, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cet homme ?» Il pointait le commissaire Lemoine, sa voix aiguë trahissant sa panique. Je n'ai pas répondu à mon fils. J'ai marché jusqu'à la table, et au lieu de m'asseoir, je suis restée debout, dominant la situation. « Maître Lafond » ai-je dit. Ma voix était si ferme que Sylvie a sursauté. « Nous ne sommes pas ici pour signer un mandat de protection. Nous sommes ici pour enregistrer une plainte pour abus de faiblesse aggravé et tentative d'escroquerie. » Gérard a tenté une dénégation bruyante, mais je l'ai coupé net en posant un objet sur la table en chaîne. Le petit dictaphone noir que j'avais caché dans mon cardigan. « Écoutez, mon chéri, » ai-je dit, le ton glacial. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Sylvie, froide et calculatrice, a résonné dans la pièce, amplifiée par le notaire qui avait allumé son propre enregistreur. « Non, on ne peut pas forcer. On doit la convaincre. Elle est trop attachée à Zoé. C'est sa faiblesse. » Puis, la voix de Gérard, impatiente, pressée. « Il faut qu'on ait les pleins pouvoirs avant qu'elle ne soit vraiment mal. L'appartement, il vaut au moins 450 000 €. » Le silence qui a suivi cette phrase a été assourdissant. Maître Lafond a regardé Gérard avec un dégoût non dissimulé. Gérard secouait la tête, les lèvres tremblantes, tentant de murmurer « C'est sorti de son contexte ». J'ai ouvert la liasse de documents universitaires de Gérard. J'ai étalé la feuille sur les aflatoxines et la toxicité neurologique. J'ai pointé du doigt la notation de Sylvie à l'encre rouge. « Voici la preuve que vous connaissiez l'effet de ces cacahuètes sur mon cerveau vieillissant. Vous saviez que 4400 mg d'oméga-6 inflammatoire par jour accélérait ma confusion. Et voici la preuve de votre intention, écrite par Sylvie. La seule chose qui va accélérer l'obtention de ces 450 000 €. » Sylvie, assise, est devenue livide. Elle n'a même pas essayé de se défendre. C'est alors que Madame Dubois a pris la parole. Elle a glissé mon carnet de couturière et mes notes sur la table. En tant qu'ancienne infirmière, je confirme que l'état d'Eliane s'est stabilisé, puis amélioré, dès qu'elle a cessé d'ingérer les collations toxiques et la pilule bleue que son fils insistait pour lui donner. Elle a pointé une entrée dans mon carnet. La pression artérielle d'Eliane, qui oscillait entre 170/100, est tombée à 145/85 en 12 jours de traitement secret aux noix et aux amandes. Son rétablissement est la preuve de la tentative d'empoisonnement lent par négligence calculée. Gérard, désespéré, a fait le seul geste qui lui restait, le coup de semonce émotionnel. Il s'est jeté à mes pieds, essayant de saisir ma main. « Maman, arrête! Je suis ton fils. Tu ne vas pas faire ça à ta propre chair. Je t'en prie. Pense à Zoé. Tu vas laisser ta petite fille sans père. J'étais désespérée par mes dettes, je t'assure. » J'ai retiré ma main de la sienne. J'ai regardé cet homme, cet étranger avide, sans ciller. Mon regard était froid et absolu. J'ai usé mes mains de couturière 16 heures par jour pour travailler le tissu, pour payer cet appartement, pour que tu aies une vie meilleure. Ai-je dit, ma voix ferme, gelée. Toi, tu as planifié ma mort lente, jour après jour, avec des cacahuètes toxiques, pour 450 000 €. Tu as laissé de côté ton humanité le jour où tu as fait ce calcul. Tu n'es plus mon fils. Le commissaire Lemoine a agi immédiatement,
Gérard Dubois et Sylvie Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse, aggravé sur ascendant et tentative d'escroquerie. Le cliquetis des menottes a brisé le silence dans le bureau feutré. Gérard a été emmené, l'air décomposé, murmurant des injures à Sylvie qui, elle, se laissait conduire vers la sortie sans un mot, le visage défait. Maître Lafont a immédiatement annulé le mandat de protection future, car il était basé sur une fraude. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux portes de l'étude. Gérard et Sylvie ont été jugés à Lyon. Les preuves étaient accablantes. Gérard, mon unique fils, a été condamné à 8 ans de réclusion ferme pour abus de faiblesse aggravé et tentative d'escroquerie. Il a perdu son poste dans le secteur bancaire, sa réputation a été anéantie et le scandale a été relayé par les journaux régionaux. Sylvie, reconnue complice active, a été condamnée à 3 ans de sursis et a été contrainte de divorcer, perdant tout droit de regard sur Zoé, dont la garde m'a été définitivement confirmée. La justice financière fut aussi rapide que la justice pénale. Le couple a été solidairement condamné à me verser une indemnité pour préjudice moral et matériel de 150 000 €. Ils voulaient être l'appartement de 450 000 €. Ils se sont retrouvés avec la prison, le déshonneur public et des dettes. Ma famille, consternée par l'ampleur de la trahison, a coupé tout lien avec Gérard. Mes cousins, mes amis de longue date, tous m'ont soutenu et ont exprimé leur indignation. Gérard purge sa peine à la maison d'arrêt de Corbas, complètement isolé, sans aucune visite familiale. Il a perdu tout droit successoral et a été formellement déshérité. 2 ans ont passé depuis cette confrontation. J'ai 71 ans aujourd'hui et je n'ai jamais eu autant d'énergie. L'appartement n'est plus un lieu de peur. J'ai utilisé une partie de l'indemnité pour rénover ma cuisine et surtout pour fonder l'Atelier de la Clarté, une petite association que je gère depuis un centre communautaire local. Ma transformation physique est totale. Ma pression artérielle, qui était à 170/100 avant leur tentative d'empoisonnement, se maintient désormais à 125/80. J'ai cessé de prendre mes médicaments de tension et j'ai perdu 8 kilogrammes. Mon esprit est vif et alerte. Tous les mardis et jeudis après-midi, j'organise des ateliers de couture et de nutrition pour les seniors de la région lyonnaise. Je leur montre le petit carnet et les chiffres. J'explique comment les noix et les amandes, riches en oméga 3 et en magnésium, ont restauré mes fonctions cognitives et mis fin à mes crampes nocturnes. Je leur enseigne, comme Madame Dubois me l'a enseigné, l'importance de faire attention aux nourritures qu'on nous donne pour notre bien. J'ai déjà aidé plus de 40 personnes à stabiliser leur tension ou à retrouver leur clarté mentale en changeant simplement leur régime alimentaire. Madame Dubois est mon bras droit et ma trésorière. Elle me rappelle toujours à quel point la nutrition est la première des médecines. Zoé, qui a maintenant 11 ans, est mon avenir. Elle m'aide à filmer de petites vidéos pour les ateliers, expliquant aux autres petits-enfants comment soutenir leurs grands-parents. L'ironie, je la trouve douce et profonde. Gérard voulait que je disparaisse, que mon esprit s'éteigne pour qu'il puisse vendre mes 450 000 €. En me forçant à me battre, il m'a forcé à me guérir, à me documenter et à découvrir une clarté que je n'aurais jamais connue. Parfois, je suis assise dans mon fauteuil de couturière, le soleil de l'après-midi filtrant par la fenêtre. Je respire le silence que j'ai gagné. Je prends une amande et la croque lentement. Le goût est doux, un goût de guérison. Gérard voulait m'enterrer à 69 ans pour une poignée d'argent. À 71 ans, j'ai enterré le mensonge, la peur et la faiblesse. La vengeance la plus complète, la plus silencieuse, c'est celle qui s'obtient avec une tête claire, un cœur apaisé et le courage de ne jamais mourir avant l'heure. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici.
À la prochaine histoire émouvante.